Bonjour, c'est Nico de Gérer son patrimoine, la chaîne qui t'apprend à investir correctement et à avoir une vision globale de ton patrimoine pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes importantes pour passer de 0 à 1 million de patrimoine, voire plus. Reste bien jusqu'au bout, toutes ces étapes sont importantes dans leur entièreté et ne peuvent pas être dissociées l'une d'entre elles. Tout d'abord, nous allons voir qu'il faut soigner ses finances. C'est la base avant de pouvoir augmenter son patrimoine. Bien sûr, ici, il faudra que tu fasses attention à tes dépenses superflues et aux mauvaises dépenses. On verra qu'il va falloir augmenter son taux d'épargne, bien évidemment, pour pouvoir commencer à investir et mettre en marche la machine. C'est important surtout pour les investissements immobiliers, puisque la banque, elle, va regarder tes différentes dépenses et va voir comment tu gères ton argent, est-ce que tu épargnes, est-ce que tu fais des jeux d'argent, est-ce que tu vas au casino, etc. Tout ça impacte ton scoring bancaire qui peut être néfaste pour tes investissements immobiliers. Ensuite, tu dois ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Tu dois faire attention à ton loyer et également à ton crédit si tu es propriétaire de ta résidence principale. Si tu es propriétaire de ta résidence principale, si tu souhaites acheter ta résidence principale, attention à ne pas aller trop rapidement au taux d'endettement maximal. Ça peut être un piège. En effet, si tu vas au 35% recommandé par le HCSF, tu vas devoir supporter une mensualité de crédit importante en plus des travaux d'amélioration dans la maison qu'il peut y avoir, de l'entretien, etc. Donc tout ça, il faut faire attention pour ne pas grignoter ta capacité d'épargne. À savoir que tu n'es pas obligé d'utiliser la totalité de ta capacité d'endettement pour investir dans l'immobilier pour ta résidence principale. Tu peux en utiliser une partie et l'autre partie l'utiliser pour de l'investissement immobilier locatif. Pour un loyer, c'est pareil. Il ne faut pas aller vers des loyers trop importants qui peuvent entacher ta capacité d'épargne. Ensuite, on va voir que pour gérer cet argent, on peut utiliser par exemple la méthode des 50-30-20. Donc cette méthode, c'est une méthode d'épargne. 50% vont être utilisés, 50% de ton salaire par exemple mensuel va être utilisé pour tes dépenses courantes comme le loyer, les courses, etc. 30% vont être utilisés pour les plaisirs, les loisirs, etc. Et 20% pour ton épargne. Donc ça, c'est très normé, très chiffré. Bien sûr, tu peux le moduler et souvent, ça se module un peu à la hausse, c'est-à-dire qu'on peut épargner plus de 20% si les salaires sont assez importants. Deuxième étape, il va falloir mettre en place des fondations solides. Quand je parle de fondations solides, donc c'est l'épargne de précaution. C'est-à-dire que là, maintenant qu'on a vu à la première étape qu'on pouvait et qu'on devait faire attention aux dépenses superflues et épargner, il va falloir savoir combien on épargne. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait de cette épargne et qu'est-ce qu'on va faire ensuite pour monter petit à petit les échelons. Ici, l'épargne de précaution. En fait, tu vas utiliser 3 à 6 mois de ton salaire. Tu vas prendre 3 à 6 mois de ton salaire pour ton épargne de précaution. Attention, ça c'est la règle générale. Ce qu'il faudra faire surtout dans un premier temps, c'est épargner, donc utiliser ton épargne de précaution, la placer sur des livrets rémunérés, accessibles, liquides. Mais il se peut que toi, dans un premier temps, tu aies besoin de plus de 6 mois de salaire pour te sentir bien. L'épargne de précaution, c'est déjà une épargne avec laquelle tu te sens bien. Ça peut être plus de 6 mois, ça peut être moins de 6 mois. En général, on ne va pas aller en dessous des 3 mois de salaire. Et en plus, ce ressenti va évoluer en fonction de tes investissements, de tes expériences, ton état d'esprit qui va changer. Donc voilà, ce ne sera pas fixe. Mais dans un premier temps, définis-toi bien une enveloppe avec laquelle tu te dis, bon, je suis prêt à utiliser telle somme pour mon épargne de précaution. Là, je me sens bien. Après, je peux passer au niveau supérieur et commencer à investir. Tu vas devoir ensuite définir ton profil de risque et objectif et horizon de temps. C'est-à-dire que pour définir ton profil de risque, il va falloir que tu te poses des questions, te dire, OK, moi, vers quoi je veux aller ensuite, vers quoi je veux aller comme investissement, quelle volatilité de mon portefeuille je suis prêt à subir. Donc là, ton profil de risque, tu vas devoir te poser les bonnes questions et noter tout ça sur une feuille. Là, ici, quand on met en place ces fondations solides, on est devant sa feuille et on se pose ces questions sur soi. C'est vraiment, on apprend à se connaître vis-à-vis de l'investissement. Une fois que ton objectif court terme est atteint, il va en découler tes objectifs 5 ans, puis 10 ans. Et les actions que tu auras mises en place dans un premier temps pour atteindre ton premier objectif vont te permettre de pouvoir arriver aux objectifs 5 ans et 10 ans. Lorsque tu vas noter sur ta feuille tes objectifs 5 ans et 10 ans,
ça sera des objectifs qui auront un rapport avec tes objectifs 1 an. Tu verras que tu vas sous-estimer tes objectifs 5 ans et surtout tes objectifs 10 ans. Le fait de noter ces objectifs te permettra d'aller toujours plus loin. Ensuite, il faut apprendre et se former. Il faut que tu apprennes, il faut que tu emmagasines de la théorie pour donner une direction et éviter les erreurs principales. Ça, c'est essentiel. Mais il faudra de toute façon à un moment ou à un autre que tu passes à la pratique pour comprendre et surtout apprendre. Tu apprendras toujours plus en passant à la pratique qu'en étant sur la théorie. En revanche, si tu passes à la pratique sans apprendre la théorie avant, tu pourras faire beaucoup plus d'erreurs et être beaucoup plus lent. Comprendre les 2 leviers d'enrichissement. Troisième étape, c'est une étape également essentielle. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que pour l'enrichissement, il y a 2 leviers. Souvent, les gens savent qu'il y a le capital qui est le premier levier. En effet, plus tu as d'argent, plus tu peux l'investir, plus tes investissements augmentent et donc ça fait effet boule de neige. Le capital, c'est le premier levier, il est le carburant de la croissance patrimoniale. Dans un premier temps, on utilise le travail pour générer du capital. Ce capital, on va l'investir. En l'investissant dans différentes classes d'actifs, on va générer du rendement, générer des dividendes, générer des coupons, générer des loyers, etc. Tous ces revenus vont pouvoir être réinvestis et donc être réutilisés dans cette machine. Et ensuite, on aura d'autres moyens d'accéder à ce capital avec par exemple les dons, les héritages, etc. Et en 2, la capacité d'emprunt, c'est le second levier. Il s'agit d'une richesse invisible. En effet, on peut quantifier notre capital, qui est le premier levier. Quantifier la capacité d'emprunt est plus compliqué, même si on le fait avec le taux d'endettement, par exemple. Mais ça, c'est vraiment un second levier d'enrichissement. Bien sûr, ce levier est utilisé pour l'achat d'actifs. Selon le Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, la capacité maximale d'endettement est de 35%. Bien évidemment, il est possible de déroger à cette règle. Pour ceci, il faudra aller sur des projets immobiliers rentables, bien ficelés, avec un dossier bancaire béton, et aussi en utilisant différentes méthodes d'investissement, comme de l'investissement en société. Il faut bien comprendre que ces 2 leviers d'enrichissement sont complémentaires. Utiliser d'une part la dette pour s'enrichir sans avoir de matelas de sécurité avec le capital peut être dangereux. Nous sommes sur un levier, qui dit levier dit risque. A contrario, utiliser seulement le capital est un frein dans l'enrichissement et dans la capacité à s'enrichir rapidement. En effet, la dette est un levier important et primordial, surtout pour acheter de l'immobilier. Donc, se priver de cette capacité d'enrichissement, c'est se priver d'un accélérateur. Ensuite, il faudra se définir un plan. On voit qu'on part du plus petit au plus haut. On monte la pyramide petit à petit. Quand on comprend, quand on commence à avoir la théorie, quand on commence à gérer nos finances, on épargne, on a de la théorie, on a la conscience qu'il y a 2 leviers d'enrichissement, on va arriver sur la définition d'un plan. Le plan, il découlera forcément des objectifs qu'on a vus, de notre profil de risque préalablement défini. Il y aura donc un cadre, il sera donc plus facile de s'y tenir. Tout ça, ça peut se faire sur feuille, ça peut se faire sur des notes, ça peut se faire sur tableur, etc. Mais définir dans un premier temps un plan global. Et ensuite, on s'y tient. 2 choses essentielles, la patience et la régularité. Ne croyez pas qu'on devient riche du jour au lendemain. Il y a du travail, que ce soit le travail pour le capital, mais il y a aussi du travail dans vos investissements. Donc c'est-à-dire savoir bien les choisir, bien se tourner vers les bonnes classes d'actifs, au bon endroit, avec les bons rendements en fonction de son profil de risque. Tout ça, ça demande de la patience, ça demande d'apprendre, de comprendre et aussi d'être régulier, d'être discipliné dans ses investissements. Le temps couplé à une bonne stratégie aura un effet exponentiel sur le patrimoine. Au début, ça peut paraître frustrant. Par exemple, si on a peu d'argent à investir au tout début, qui sort justement des fruits de son travail, on va voir qu'il y aura peu de résultats dans un premier temps, peut-être, et au fur et à mesure, rapidement, on va voir que ça va augmenter de manière exponentielle. Et ça, le temps couplé à une bonne stratégie, cet effet exponentiel sur le patrimoine sera d'autant plus important. 5e étape,
tu devrais être optimiste lorsque tu fais tes investissements, mais également pessimiste sur ton avenir. Le mot est un peu fort avec pessimiste, mais c'est pour bien te montrer un peu l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on a des acquis, on a des choses qui se passent, que ce soit dans le domaine financier, économique, social, etc. Il se peut que dans le futur, ces acquis changent. Ainsi, tu es le seul maître à bord pour pouvoir permettre à ton futur toi d'être dans de bonnes conditions. Ceci passe en partie par l'investissement. Et donc, tu utiliseras ton investissement pour pouvoir atteindre tes objectifs. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un système de retraite par répartition, contrairement à un système de retraite par capitalisation. Ce système de retraite n'est plus viable dans le futur à cause de l'allongement de l'espérance de vie, la baisse de natalité par exemple, et donc il va falloir trouver un autre système. Cet autre système est l'investissement et la capitalisation. Ainsi, pour faire sa propre retraite, il faudra bien sûr investir dès son plus jeune âge. L'investissement te permet aussi d'augmenter ton pouvoir d'achat, de pouvoir te faire plaisir, car tu vas augmenter ton patrimoine, tes revenus complémentaires, tu vas avoir différentes sources de revenus, et donc tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec cet argent. Tu vas pouvoir aussi, grâce à ça, ne pas diminuer ton niveau de vie une fois que tu arriveras à la retraite. Tu pourras avoir des revenus complémentaires, pareil, qui viendront s'ajouter à tes revenus de retraite, à tes pensions de retraite. C'est toujours le bon moment d'investir. C'est pour ça que je dis qu'il faut être optimiste sur ses investissements. Il faut occulter le bruit ambiant et s'en tenir à son plan. La pire erreur, c'est de ne rien faire. Il ne faut pas écouter les médias, les personnes bien pensantes. Il faut apprendre et faire même pendant les crises. De toute façon, c'est pendant les crises qu'on a les plus belles opportunités. Par exemple, pour l'immobilier, investir dans l'immobilier pendant une crise peut être bon pour saisir des opportunités. Investir sur des entreprises solides pendant un krach boursier ou pendant une période de baisse peut être intéressant, surtout si les fondamentaux restent présents. Aussi, fais attention à ton environnement. Nous sommes dans un monde avec une information en continu. Il va falloir apprendre à filtrer et à avoir un esprit critique sur tes investissements. Il ne faut pas que cette surinformation t'empêche de passer un ordre, t'empêche d'acheter un bien immobilier, t'empêche de valider une expertise. Utilise ces informations extérieures pour apprendre et fais même pendant les crises. Tu feras des erreurs, c'est le jeu, mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas être dans le déni, c'est-à-dire ne pas se voiler la face à ces erreurs. Il faut que tu apprennes de tes erreurs, donc il faut que tu les notes, que tu les retiennes et que tu ne les recommences pas. Et c'est comme ça que tu évolueras dans tes investissements. Et ensuite, dernière étape, bien sûr, investis. Investis, il faut que tu fasses rentrer du capital, toujours plus de capital, donc avec ton travail, mais également avec tes revenus d'investissement par exemple. Attention à la fiscalité, il y a des choses à optimiser bien évidemment en fonction de ton profil, mais tout ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais donc faire rentrer toujours ce carburant. Ce carburant, on a vu, le premier levier, mais aussi lève de la dette. Lève de la dette et investit avec le second levier. La dette va être en général utilisée pour l'immobilier, le capital pour tout ce qui est financier. Aussi, attention, on peut utiliser de la dette pour de l'investissement financier. Ça, pareil, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. L'immobilier est un excellent moyen pour faire accroître fortement son capital. Le levier est très important avec l'immobilier. Si tu couples ce levier avec de l'immobilier rentable, tu peux exploser ton patrimoine. Tu peux également investir dans les marchés financiers, private equity, crowdfunding, crypto, etc., en maîtrisant les bases de la fiscalité. Bien sûr, la fiscalité est également importante pour optimiser son patrimoine. Il va falloir faire attention à cette fiscalité qui peut vite te rattraper et nuire à tes performances. Tout est accessible, il faut juste se lancer et apprendre. Tout est cyclique, il va falloir identifier les crises qui permettent, comme je l'ai dit précédemment, de saisir les opportunités et surtout ne pas paniquer. La psychologie de l'investisseur est un élément essentiel également pour pouvoir performer sur le long terme. La psychologie, c'est la base avant tout investissement. Comprendre sa psychologie, comprendre pourquoi on a telle émotion à tel moment est la clé pour pouvoir être serein dans ses investissements. Il faut ensuite que tu fasses des investissements
rentable, par exemple en IMO, pour augmenter tes revenus aux yeux de la banque, donc avec les loyers, et augmenter ton scoring bancaire. Tu réinvestis jusqu'au max de ta capacité d'emprunt et dépasses tes 35% de taux d'endettement. Pas dès le premier invest, tu ne pourras pas faire ça, dépasser tes 35% de taux d'endettement dès le premier invest, mais ça va être surtout sur le long terme. Dès que la banque va voir que tu maîtrises tes investissements immobiliers, elle va te faire de plus en plus confiance et elle va pouvoir te prêter de plus en plus. Il y a également des méthodes pour pouvoir dépasser ces 35% d'investissement en créant des sociétés, des SCI par exemple, etc., en investissant en société et plus en personnes physiques. Et toi, où en es-tu dans l'investissement? As-tu déjà mis en place des choses pour pouvoir augmenter ton patrimoine? N'hésite pas à me dire en commentaire. Dis-moi aussi si tu souhaites que je traite un sujet en particulier. Abonne-toi et on se dit à la prochaine.